Bonjour à tous et bienvenue dans cette autre édition de Vox Books. On a souvent accusé les Africains de ne pas aimer la lecture du roman encore moins. Cette accusation est-elle fondée? Si oui, pourquoi les Africains montrent-ils si peu d'intérêt au genre romanesque? Dans la première partie de cette émission, nous vérifierons cette accusation et nous essaierons de comprendre pourquoi. Et puis en deuxième partie, nous avons rendez-vous avec Ferdinand Ndinda, auteur camerounais. Il vient de publier un nouveau roman aux éditions Aphrodite. En troisième partie, nous sortirons de cette émission avec un étudiant en histoire de l'université de Yaoundé 1. Il a accepté de partager avec nous son livre de chevet et justement, c'est un roman. Celle-là, vous en avez dû certainement en entendre parler. Si tu veux cacher quelque chose à un nègre, mets-le dans un livre. Mais ça, c'était il y a quelques années, lorsque les Africains croyaient que le roman, trop évasif et donc trop fictif, ne répondait pas aux problèmes de l'heure, c'est-à-dire la misère, la pauvreté, ainsi de suite. Mais depuis quelques années, vous allez le voir dans le grand reportage de tout à l'heure, les Africains ont compris l'utilité du roman et s'y mettent petit à petit, timidement certes, mais ils vont y arriver. Le grand reportage est signé Paul Mbala, Valérie Ngassa. Le roman commence petit à petit à gagner le cœur des lecteurs africains. Depuis quelques années, ils ne doutent plus en effet de l'importance de ce genre littéraire parfois lésé en Afrique noire. Les romans sont des ouvrages qui permettent de comprendre la société. Il y a des romans réalistes, surréalistes et je connais pas plusieurs courants. Il y a plusieurs courants de romans et tout cela. D'abord, je lis les romans. Moi, je trouve que le roman, c'est un moyen pour moi de m'évader, d'essayer un peu de sortir du cadre scolaire, de penser à autre chose et aussi de m'instruire. Parce qu'à travers les romans, on se retrouve parfois et puis comment dirais-je, notre culture littéraire aussi devient plus riche. Le roman cultive, le roman nous apporte des compléments dans notre existence. Donc la nécessité du roman n'est plus à démontrer. Certains éditeurs nationaux reconnaissent même que le roman reste le genre le plus demandé. Parce que le roman c'est un genre populaire, il a toujours été populaire. Et nous à EFIC, nous publions environ 15 à 20 livres par an. Chaque année, il y a toujours au moins une dizaine je mélange romans et nouvelles, il y a toujours au moins 10 romans ou bien nouvelles. Donc il y a un réel intérêt et ça se porte bien. Moi, j'ai dit il y a un peu de tout dans le roman, mais je dirais globalement un peu plus, c'est un peu plus de 25, 35, 40 ans, parce que les jeunes, je pense que c'est la tranche qui se trouve entre 30 et 40 ans montant. Mais comment comprendre cet intérêt pour le roman quand on sait qu'il a longtemps été boudé par les Africains qui le trouvaient assez abstrait et fictif et par conséquent inutile? Il y a quand même une évolution globale de la société et les gens acquièrent des habitudes nouvelles. Que le roman est une expression plus proche de la poésie. C'est-à-dire que le roman ne demande pas une recherche ardue. Le roman est plus ouvert et plus... C'est pas qu'il n'est pas autant difficile. Oui, il m'arrive souvent de lire des romans et le plus souvent c'est pour apprendre. C'est pour apprendre le vocabulaire par exemple, la grammaire, les règles, tout ça. Mais surtout c'est pour m'évader. Quand je suis un peu stressée ou en tout cas, c'est pour m'évader, pour me faire plaisir. Cependant, quelques inquiétudes demeurent quand même, de quoi faire vaciller l'apparent succès du genre romanesque. Les jeunes aujourd'hui sont absorbés par Internet, les médias et tout ça, et tout ça, et tout ça. Il y a l'impression que les jeunes lisent de moins en moins et ce n'est pas forcément leur tort. Je ne lis pas de roman, tout simplement parce que je n'en trouve pas. Et parfois, je trouve le coût est élevé. Donc voilà pourquoi je ne lis pas de roman. Donc on est dans tout un imbroglio où la culture de la télévision et en particulier la culture du jeu est plus importante que la culture du livre. Vous voyez, c'est compliqué. Il faut qu'il y ait des bibliothèques scolaires et tout ça là, vous savez, ça n'existe pas aujourd'hui. Et parce que l'édition a d'énormes problèmes. Et il ne faut pas oublier aussi qu'au début, il y a un problème d'habitude de lecture aussi.
Voilà, mais aller dans nos lycées et collèges, il faut qu'il y ait des bibliothèques pour les jeunes qui apprennent à lire. Mais on ne devient pas lecteur lorsqu'on a 30 ans ou 35 ans. Ce serait donc une erreur grave et dangereuse si jamais le roman était à nouveau négligé. Au lieu d'avancer, ce serait un retour en arrière. L'Africain ne rêve plus aujourd'hui. L'Africain se trouve dans une phase où tout est triste et tout est noir. Et je pense que le roman peut apporter beaucoup de choses. C'est pour ça que nous, aux éditions Effikia, nous insistons quand même sur le roman. Parce qu'il porte une part d'imaginaire, il porte une part de création. Il n'y a pas de remède miracle. Il faut un séisme mental. Il faut prendre le pouvoir. On ne peut plus avoir une élite aussi désespérante qui ne lit pas, cultiver. C'est dramatique. Je veux dire que tant que les élites qui sont au pouvoir, ceux qui avaient un devoir de montrer à la jeunesse que lire c'est important, n'organisent aucun concours pour les livres, n'organisent pas des séances, n'organisent pas des espaces. Parce qu'en Occident, il y a des espaces, il y a des cafés pour ça. Si vos aînés ne le font pas, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Je crois que l'Afrique ne s'en sortira que quand l'élite cessera d'être aliénée. C'est l'aliénation profonde qui participe de la négation de soi-même, qui oblige aussi à ce que les gens ne voient pas l'intérêt de la lecture alors que les enjeux de demain sont les enjeux de la connaissance et des enjeux de la culture. Un peuple qui n'est pas cultivé ne peut pas s'en sortir, c'est pas possible. Vous savez, aujourd'hui, nous manquons de repères, n'est-ce pas? Et moi, je pense qu'un jeune qui lit un héros dans un roman, un héros qui réussit, mais il se trouve, il a un potentiel courage, qu'il emmagasine un potentiel espoir, qu'il emmagasine, qu'il ne trouve pas forcément dans le livre d'histoire ou bien de mathématiques qui est brut et qui nous parle de technique. Moi, je pense que notre problème, ce n'est pas forcément un problème de technique, mais un problème sur l'homme, de bâtir l'homme avec ses espérances et ses espoirs. Pour se développer justement, les Africains devront nourrir leurs pensées, y compris avec le rêve et l'imagination que véhicule le genre romanesque, car le roman, qu'on le veuille ou non, est un livre à part entière, utile pour distraire et instruire. On ne le dira donc jamais assez, le roman est utile, aussi important que tout autre genre littéraire et même parfois il touche mieux les lecteurs. Parlant de romans, justement, nous avons rendez-vous avec Ferdinand Ndinda, auteur de Deux Caïmans dans un marigot, un best-seller national qui est drôle, certes, mais extrêmement révélateur. Vous allez le voir. Ferdinand Ndinda, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur des mines et, faut-il le rappeler, diplômé de l'INSET d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Et cela pourrait peut-être expliquer pourquoi vous vous intéressez à ce pays d'Afrique de l'Ouest. Votre ouvrage, votre roman Deux Caïmans dans un marigot s'inspire en réalité de l'histoire d'un petit village camerounais. Mais c'est fou ce qui s'y passe ressemble aux événements qui ont marqué la Côte d'Ivoire en 2010. Comment cela se fait-il? L'histoire que je raconte dans mon roman, c'est une fiction, mais à base de faits réels, des faits qui se sont réellement passés. Et ça s'est passé presque au même moment où il y avait donc les événements post-électoraux de la Côte d'Ivoire, où on était donc en pleine bagarre sur les résultats, quant à savoir qui avait réellement gagné entre Gbagbo Laurent et le président Ouattara. Alors, pendant donc que ça s'est passé, et comme vous l'avez si bien dit, j'ai fait 4 ans de ma vie en Côte d'Ivoire, je suis diplômé de l'INSET d'Abidjan, qui est aujourd'hui à Yamoussoukro. J'étais donc invité à des plateaux pour discuter de la Côte d'Ivoire. Mais j'étais souvent frustré par les débats parce qu'on était limité par le temps. Et l'idée m'est donc venue d'écrire quelque chose. Et c'est là où je tombe sur cette histoire dans mon village. Et je suis vraiment étonné moi aussi de voir que nous sommes dans une situation presque similaire. Seuls les contextes et l'échelle diffèrent. C'est-à-dire que ce qui se fait à l'échelle d'un pays, d'une nation, la Côte d'Ivoire qui a 20 millions d'habitants, ça s'est passé exactement pareil dans un village de moins de 500 km² et d'à peu près 1000 habitants. Et j'ai donc eu l'idée de faire donc cette espèce de parodie, cette espèce de satire où je retranspose donc en réalité les personnages ou les personnalités de la scène ivoirienne dans mon roman. Et c'est ça qui a donc donné Deux Caïmans dans un marigot. Dans votre ouvrage, vous posez une question simple. Vous demandez pourquoi la démocratie n'arrive-t-elle pas à s'implanter dans les pays de l'Afrique noire et surtout dans les pays francophones. Et vous vous demandez ensuite, est-ce que cette forme de gouvernance est finalement
adapté à nos mœurs, à nos cultures, ainsi de suite. Oui, mais je voudrais bien rectifier parce que cette question me revient toujours. Je ne suis pas contre la démocratie. Je parle des modèles, je parle du type d'implémentation ou alors de la façon d'implémenter la démocratie dans nos sociétés aujourd'hui, où nous sommes encore un ensemble de petites tribus, où on se réclame encore, où on se sent beaucoup plus proche de sa tribu, de sa famille, que de la nation. On est encore dans des contextes où le niveau de vie est assez bas au niveau des populations, où le niveau intellectuel est assez bas. C'est à partir de là que je pose la question, est-ce que vraiment le modèle, un homme, une voix, c'est-à-dire one man, one vote, est adapté à l'Afrique? Pourquoi dans un contexte traditionnel, là où il est donc question de coutume, de tradition, pourquoi est-ce que le législateur au Cameroun a pensé que c'est le sous-préfet, c'est-à-dire l'administrateur moderne aujourd'hui, qui doit être l'arbitre, qui doit être la sanction suprême pour sceller la succession? Parce que le problème se pose. Ça ressemble aussi un peu à ce que nous vivons en Afrique aujourd'hui, où les institutions internationales, l'ONU, semblent devenir maintenant en fait les arbitres, les censeurs de nos débats, de nos combats politiques. C'est-à-dire que tout finit maintenant aujourd'hui en Afrique, soit à l'ONU, soit à la Haye, à la Cour pénale. Vous voyez un peu. Donc le parallèle va jusque-là. Quand on lit votre ouvrage, on comprend justement que vous ne vous arrêtez pas seulement à observer, à remarquer que la démocratie peut-être qu'elle ne réussit pas ou qu'elle ne correspond pas aux mœurs et à la culture africaine, et donc qu'il faut voir les choses autrement. Et donc vous allez au-delà et vous pensez qu'il faut en fait très souvent régler les conflits et très souvent les problèmes à l'africaine, un peu comme dans un village. Dans le cadre du village, lorsque les procédures de succession au niveau traditionnel bloquent, parce que traditionnellement, il y avait une façon de détecter, d'appréhender et même d'aboutir donc à la désignation d'un successeur. C'était des conciliabules, c'était des concertations, on allait de conclave en conclave. Quand vous lisez le roman, donc vous allez voir, on part de ce qu'on appelle Esok Ndabot vers l'Esok Ayon, vers les socs Nnam. Donc il y a des ESOC qui c'était en fait des niveaux de conclave où on procédait par élimination aux futurs candidats. Mais avec le modernisme, tout le monde va prendre le raccourci du vote. Donc nous sommes dans un contexte traditionnel et on va nous dire il faut voter le chef. Et le vote devient donc un outil que nous on ne connaissait pas. Et il y a donc ces problèmes que le vote entraîne dans un contexte traditionnel qui aboutit justement à ce qu'on ne puisse pas proclamer le résultat par la désignation d'un chef. Les deux s'autoproclament donc chef. Alors à Ebémé, justement, le dénouement, c'est que finalement, les villageois eux-mêmes finissent par s'entendre. C'est les patriarches femmes qui, au final, trouvent un compromis avec des astuces de grand-mère vraiment au top, parce qu'elles réussissent à convaincre tout le monde qu'il faut régler les choses entre elles. Il faut régler les choses entre villageois et trouver un compromis entre eux. Et ils y arrivent. Et c'est ce que peut-être vous proposez dans le livre. Tout à fait. Alors, c'est un peu pour ça que je vais plus loin. Parce que je me dis, en plus donc, au niveau de l'Afrique, il y a bien des pays aujourd'hui qui peuvent commencer à trouver des solutions dans le modèle occidental. Mais d'autres pays méritent encore de revoir même leur contexte. C'est-à-dire que pourquoi en Afrique, nous sommes aussi bloqués vers des régimes présidentiels forts? Pourquoi on ne sait pas le semi-parlementarisme? Pourquoi les élus du peuple ne sont pas ceux-là qui vont composer le gouvernement? Parce qu'ils ont déjà en fait l'onction du peuple en arrivant au Parlement. Ils pourraient peut-être aussi être beaucoup plus dévoués, beaucoup plus honnêtes, beaucoup plus impliqués à l'intérêt général en arrivant au gouvernement. Mais nous n'essayons pas de regarder tout ça en détail. Et je ne cesse de le dire, le problème chez nous, en Afrique, c'est que quand il y a un problème, au lieu de chercher une solution, nous ne faisons que chercher des coupables. Donc dans chaque pays aujourd'hui, on cherche les coupables pour savoir pourquoi ça ne marche pas. Mais personne ne cherche la solution adaptée au pays, adaptée à la situation, par exemple, du village. Donc c'est ce que je dis dans mon livre, j'essaie donc de trouver une solution qui est adaptée à ce village-là. C'est-à-dire ce que je donne comme solution à la fin du livre ne peut pas s'appliquer peut-être à un autre village, une autre région du Cameroun.
Donc en fait, quand vous prenez mon livre et que vous le lisez sans regarder l'avant-propos, sans parler de la Côte d'Ivoire, vous lisez un roman. Vraiment un roman. J'ai voulu que ce soit une histoire complète où on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qui s'était passé à Côte d'Ivoire pour le comprendre. Bon, maintenant, ceux qui l'ont compris en faisant des approches, d'ailleurs, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. Les pays africains, nous sommes impliqués. Les procédures aujourd'hui de succession sont assez complexes dans nos pays parce que nous n'avons pas suffisamment fait des alternances à partir depuis les indépendances. C'est ça qui rend les choses compliquées. Pourquoi au Cameroun, les gens semblent avoir peur? C'est parce qu'en 50 ans, nous n'avons eu que 2 chefs d'État. En fait, toute la peur vient de là. On a peur d'un contexte ou d'une situation qu'on ne connaît pas. 60% des Camerounais qui votent aujourd'hui n'ont pas connu l'alternance de 1982. À partir de là, ils ne savent pas ce que c'est. Ceux qui l'ont connu ont appréhendé ou alors avaient pris ou avaient vécu ça d'une certaine manière et ça fait que ça devient un sujet d'interrogation. Mais pour les peuples qui ont l'habitude, quand l'habitude se met en place, on n'a plus peur. On sait qu'un chef d'État, c'est quelqu'un qui vient avec un programme, qui travaille et qui revient devant l'ascension du peuple. Ça a été bien, vous avez bien travaillé, on vous renouvelle le mandat. Ça n'a pas été bien, on prend quelqu'un d'autre. Et lui aussi, c'est que j'ai été citoyen, je suis devenu chef d'État, mais après je redeviens ancien chef d'État. Il y a des pays comme les États-Unis d'Amérique où vous avez, je dis souvent, le club des anciens chefs d'État pour former une équipe de basketball. C'est-à-dire que vous avez assez d'anciens chefs d'État dans la vie civile de tous les jours pour former une équipe de basket. À partir de là, le président Obama sait pertinemment qu'il sera un ancien chef d'État. Et il ne s'en offusque pas. Il fait même des projets, il programme des choses qu'il ferait quand il ne sera plus président. Le village de Bemeu était constitué de 4 quartiers. 2 quartiers se retrouvèrent du côté d'Ilé. Il s'agissait de Man et d'Adjap. Tandis que les 2 autres, à savoir Ebemeu Assi et Nkonessa, étaient acquis à la cause de Ndol Seme. La situation se dégrada graduellement en commençant par des petits incidents cocasses. C'est ainsi qu'au cours d'un match de football qui opposa l'équipe de Bemeu à celle de Loum, un penalty fut accordé à l'équipe de Loum qui marqua et gagna le match par le score d'1-0. Une discussion éclata après le match entre les jeunes de Bemeu. Le gardien de but qui habitait le quartier Assis fut accusé par ses coéquipiers habitant Man d'avoir vendu le match. Le gardien et certains de ses frères du quartier Assis ripostèrent en affirmant que les vrais vendeurs du match étaient de Man. Une bagarre se déclencha au sein des coéquipiers de l'équipe de Bemeu. Ce furent les joueurs de l'équipe adverse qui finirent par séparer les frères lutteurs. Même la chorale de l'église eut droit à son histoire cocasse. Les jeunes choristes d'Assis confisquèrent les pianos électroniques pour pénaliser les autres choristes et pouvoir être les seuls à utiliser l'instrument. Mais ils avaient oublié que l'amplificateur et même le groupe électrogène se trouvaient au presbytère à Man. Ainsi donc, ceux qui avaient le piano électronique n'avaient pas d'énergie. Et là où il y avait de l'électricité, il n'y avait pas d'instrument. Et du coup, il n'y eut pas de chorale. Deux caïmans dans un marigot, roman de Ferdinand Ndinda paru aux éditions Afrédite en 2011. C'est dédié, ce roman est dédié à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes qui ont souffert dans leur chair après la crise post-électorale de 2010. Peuple de Côte d'Ivoire, Yako. Je vous propose à présent de découvrir avec moi la sélection d'Andrea Bomo des ouvrages disponibles aux différentes éditions africaines. Walande, l'art de partager un mari. Roman de Djaïli Amadou Amal, dans lequel elle promeut la culture Peul. La jeune femme dénonce aussi les problèmes sociaux de sa région, l'extrême nord du Cameroun. Mariage forcé de jeunes, répudiation à volonté, violence physique, l'auteur Peul dit écrire parce qu'elle a peur du sort de ses filles qui risquent de se marier à l'âge de 13 ans avec des hommes qu'elle n'aime pas. Nouvellement paru aux éditions Ifriqiya. L'Afrique au secours de l'Afrique, ouvrage de Sanou Mbaye. Comment l'Afrique peut-elle sortir de l'impasse? À contre-courant, l'auteur montre que les Africains ont les cartes en main pour assurer leur propre développement. Disponible aux éditions de l'Atelier. Sosa Boy, roman de Ken Saro-Wiwa, publié aux éditions Actes Sud.
À travers le regard d'un adolescent africain, Ken Saro-Wiwa nous plonge au cœur d'un conflit, celui de la guerre civile nigériane. Ce chef-d'œuvre de la littérature africaine, d'une violence et d'une audace inouïe, est un véritable plaidoyer contre la folie de la guerre, paru aux éditions Actes Sud. Jour et nuit est une quête de l'âme sœur, commençant au fond des âges et devenant une quête présente de l'amour de soi. C'est l'histoire du jour, cherchant obstinément sa compagne la nuit, à travers une vie humaine périlleuse qui lui impose d'abord la nécessité de se trouver lui-même, comme nous tous. Disponible aux éditions Ifriqiya. Le sanglot de l'homme noir, ouvrage d'Alain Mabankou. Dans cet essai polémique, Alain Mabankou se dévoile et revendique son engagement d'écrivain congolais de langue française. Né à Pointe-Noire et ayant effectué ses études en France, il a choisi d'enseigner la littérature francophone aux États-Unis. Grâce à cette confluence des trois cultures, il sait que l'identité d'un homme ne tient ni à sa terre natale, ni à son sang, mais résulte de son choix personnel. Paru aux éditions Fayard. Passons à présent à mon livre de chevet. Aujourd'hui, nous le partageons avec un étudiant de l'université de Yaoundé 1. Vous allez le voir, il ne se contente pas que des romans, il est aussi un véritable passionné des livres d'histoire. Quel est votre livre de chevet actuellement? Bon, le livre que je suis en train de lire, c'est celui de Victor Julius Ngor. En fait, c'est un livre d'histoire qui retrace les 100 ans d'histoire du Cameroun en son titre même. Donc le titre c'est A 100 Story of Cameroon et on a traduit en français puisque je suis en train de me servir de la version française qui est 100 ans d'histoire de 1884 à 1985. Qu'est-ce qui vous a motivé à lire un tel